Bienvenue pour ce nouveau et dernier podcast. Nous avions donc vu lors des podcasts précédents comment le numérique et notamment le profilage représentaient un danger pour la démocratie. Maintenant, nous allons nous pencher sur le rôle de l'État et sur ses possibles actions dans la régulation du numérique et dans la protection de la démocratie. Donc, afin de répondre à ce nouvel enjeu que nous avons décidé de poser, nous avons donc décidé d'interviewer Philippine Régnier, rapporteure au sein du CNUM. Ok, donc le Conseil national du numérique, c'est une commission consultative indépendante. Donc ça signifie que c'est un organe de conseil du gouvernement qui est chargé d'éclairer le gouvernement et plus particulièrement le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, sur les enjeux de politique publique numérique. Ça signifie que le CNUM, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, peut être amené à travailler sur un nombre très très vaste de questions. Ça va de la loi Ambition numérique en 2015 jusqu'aux questions d'identité numérique, de transformation numérique du système de soins cette année, ou encore de travail sur les plateformes, de transition environnementale ou transition écologique de l'industrie numérique. Voilà, c'est une grande variété de sujets. C'est un conseil, donc c'est un organe qui est indépendant, qui est composé de 34 membres qui sont nommés par le gouvernement, mais qui, eux, exercent leur mission à titre complètement bénévole pendant 2 ans. Et eux, ils apportent en fait une expertise, enfin leur expertise sur le numérique. Donc, ils sont issus du monde académique, du monde on va dire French Tech, donc des startups, etc. Et il est aussi composé de représentants de la société civile et de 4 parlementaires, donc 2 députés et 2 sénateurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Philippine Régnier. Merci pour votre temps pour répondre à nos questions dans le cadre de notre projet de culture en jeu numérique. Je vais laisser Valentine faire une petite présentation de qui vous êtes un petit peu pour que les personnes qui nous écoutent comprennent mieux de quel point de vue vous nous parlez. Oui, donc vous êtes titulaire d'un master en sciences politiques et en sciences sociales de l'Institut d'études politiques de Strasbourg et d'un double diplôme sciences et sociétés de la faculté de sciences économiques et de gestion de Strasbourg et de l'IT University de Copenhague. Avant de devenir rapporteur au Conseil national du numérique, vous étiez chargé de promouvoir les échanges dans le domaine du numérique entre la France et l'Allemagne au sein de l'ambassade de France en Allemagne. Vous avez notamment suivi les négociations franco-allemandes en matière d'intelligence artificielle. Donc, votre place au sein du Conseil du numérique, national du numérique, et donc votre expertise dans ce domaine-là, est cruciale pour nous afin de comprendre le thème du podcast d'aujourd'hui qui porte sur le rôle de l'État dans la protection de la démocratie face à l'essor du numérique. Et donc, on va commencer par une première question qui est comment l'État perçoit-il l'usage du numérique à des fins politiques? Est-ce qu'il le voit comme une menace ou justement plutôt un atout? Donc, à nouveau, merci beaucoup de m'avoir invité, proposé d'intervenir sur ce sujet. C'est un sujet qui est pas forcément le sujet sur lequel enfin, moi ou le Conseil national du numérique plus largement, on a eu forcément l'occasion de travailler ces derniers temps. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très très large et c'est pas non plus forcément, c'est pas non plus une question si évidente de savoir quel doit être le rôle de l'État sur les usages du numérique à des fins politiques. Mais je vais un peu expliquer pourquoi je dis ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, la question de qu'est-ce que c'est qu'un usage du numérique à des fins politiques, elle est très très loin d'être évidente. Et pour ça, j'aimerais bien qu'on commence par revenir un peu sur de quoi on parle quand on parle de cet usage du numérique à des fins politiques, ou plutôt de ces usages au pluriel. Donc pour moi, il y a déjà un premier niveau d'analyse qui est le niveau le plus évident, c'est le développement du militantisme en ligne, qui a pu être moqué parfois dans la presse comme étant du militantisme de clavier. Donc une sorte de faux militantisme ou de militantisme purement virtuel qui ne serait pas suivi d'effet par rapport à un militantisme plus pur qui est celui
des modes opératoires plus anciens comme la grève ou la manifestation. Pourtant, sur le militantisme en ligne, je vais quand même un petit peu en parler, notamment sur cette histoire du militantisme de clavier. On voit quand même des modes d'action qui sont basés sur l'occupation de l'espace public virtuel, qui commencent à se développer et qui sont des initiatives assez intéressantes. Et par exemple, dans ce sens, il y avait la grève en ligne des community managers de Mediapart le 24 janvier 2020, pendant les protestations contre la réforme des retraites. Donc, pour cette grève, en gros, l'idée, c'était que les community managers de Mediapart cessaient toute activité et avaient mis des petits bandeaux sur les sites pour prévenir qu'ils étaient en grève. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Mais donc, c'est un exemple de grève en ligne, enfin de militantisme virtuel que je trouve assez intéressant. Voilà, et puis surtout ce type d'action d'occupation de l'espace public en ligne, elle peut ouvrir des perspectives assez intéressantes, comme par exemple, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, tous les agents de modération de Facebook, qui sont souvent situés dans d'autres pays, comme par exemple aux Philippines, où il y a un gros centre de modération aussi à Barcelone. Donc qu'est-ce qui se passerait si tous ces agents-là cessaient de travailler du jour au lendemain ? Est-ce que ça veut dire que n'importe quel utilisateur de Facebook ou d'Instagram voit arriver des contenus, je sais pas moi, pédopornographiques par exemple sur son feed, enfin voilà, comment ça se passe. Donc ça peut aussi être du militantisme un peu différent et quand même néanmoins assez efficace. Donc ça c'est un premier point que je voulais soulever. Et puis surtout, quelque chose qui est pour le coup beaucoup plus connu, c'est le fait que les mobilisations en ligne, même si elles sont virtuelles, même si on peut dire qu'elles sont uniquement de clavier, elles comptent quand même de très très beaux succès, et notamment il y a les printemps arabes en 2011, et puis il y a aussi le mouvement MeToo qui a été, hashtag MeToo et hashtag Balance ton port en France, qui sont quand même des exemples de mobilisation très très large en ligne et plutôt réussis, et puis surtout qui montrent bien que ces usages du numérique à des fins politiques là, ils ne sont jamais uniquement des usages du numérique, c'est-à-dire qu'ils sont souvent aussi suivis de manifestations, enfin, ils sont complémentaires avec des usages hors ligne. Et puis surtout, il ne faut pas regarder uniquement la face émergée de l'iceberg, et aussi considérer que dans le sillage de MeToo, il y a plein de petits comptes ou plus gros comptes féministes engagés, par exemple, qui ont émergé et qui font une sorte de tissu militant engagé plus pérenne sur les réseaux, au-delà de juste une mobilisation, on va dire, plus ponctuelle, donc en 2018. Et ça c'est quelque chose qu'il faut quand même saluer, et puis on peut dire que c'est des usages aussi du coup un peu pérennes du numérique, et en l'occurrence des réseaux sociaux, à des fins politiques. Mais il ne faut pas non plus être complètement... il faut quand même aussi souligner les limites qu'il peut y avoir dans ce type d'usage et ce type de militantisme. Et en ce sens, je voulais notamment vous parler du livre de Zeynep Tufekci qui s'appelle « Twitter et les gaz lacrymogènes ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc dans ce livre, cette chercheuse et militante revient sur les mobilisations en ligne pendant les printemps arabes. Et elle montre que la faculté des réseaux sociaux à mobiliser très largement, peut être assez limitée dans le temps, et donc que ces mobilisations sont assez ponctuelles ou brèves. Elles peuvent être très très larges, effectivement, mais par contre, la question de la pérennisation de ce type de mouvement se pose. Et puis, une autre limite, ça peut être le manque de réflexion stratégique. Donc, par exemple, pourquoi est-ce qu'on lutte? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Quelles sont les lignes rouges? Quels sont les risques, notamment juridiques? Tout ça, c'est des réflexions que les militants, on va dire, aguerris ont, ou même les militants syndicaux, enfin voilà,
ont, mais qui ne sont pas forcément très développés dans le cas des mobilisations en ligne. Et puis, dernier point qui a plus trait à la nature des réseaux sociaux, donc des lieux d'expression de ces critiques politiques, c'est le fait que faire dépendre tout un mouvement des réseaux sociaux peut se révéler extrêmement compliqué, notamment parce que les militants ne vont pas forcément avoir la main sur les outils qu'ils utilisent. Donc typiquement, si vous produisez énormément de contenu, par exemple féministe, pour reprendre cet exemple-là, et que du jour au lendemain, vous êtes entièrement censuré par Instagram parce que vous vous conformez pas aux règles de communauté, vous avez perdu tout votre contenu militant et finalement les moyens d'action sont assez faibles. Donc, parce que, bon, elle parle plus de Twitter que d'Instagram, mais globalement, la critique, c'est qu'il y a un danger pour les mouvements militants à dépendre uniquement des réseaux sociaux sur lesquels ils mènent leur action. Voilà. Bon, ça, c'est un premier niveau d'analyse qui est assez basique, hein, puisque c'est ok, les usages du numérique à des fins politiques. Bon, bah, les militants, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe, quelles sont les limites. Maintenant, évidemment, il y a un deuxième niveau d'analyse qui est que l'information en soi est politique, et un enjeu politique en tout cas, et que du coup le web qui en facilite et la production et la circulation est un objet, une infrastructure extrêmement politique. Et donc ça, c'est un sujet extrêmement large, et je vais essayer de balayer quelques enjeux, mais certainement pas tout parce qu'il y en a beaucoup. Notamment, je vais essayer d'aller sur une question qui est: est-ce qu'on peut dire que le web est politique dans le sens où il aurait une orientation politique? Est-ce que le web est partisan ou est-ce que c'est un espace neutre? Dans la panoplie de recherches qui indiquent plutôt que non, ce n'est pas un espace neutre, et oui, éventuellement, on peut le considérer comme un objet avec une orientation politique. Donc il y a énormément de recherches sur ce sujet, mais moi je voulais prendre un angle en particulier qui est l'hypothèse de la chercheuse américaine Jen Schraddy, qui a publié en 2019 un livre qui s'appelle The Revolution That Wasn't, donc la révolution qui n'a pas eu lieu, et qui n'est pas encore traduit à ma connaissance, donc ça devrait pas tarder. Elle explique que l'activisme numérique, en gros, tend à favoriser les opinions conservatrices aux États-Unis. Et donc, en gros, elle, si on posait la question de est-ce que le web a une orientation un peu partisane, elle tendrait à dire oui, plutôt dans le sens des opinions conservatrices. Et pourquoi? Parce que, en fait, elle replace le militantisme ou l'usage du numérique à des fins politiques au sein d'autres facteurs, donc, qui vont être par exemple les questions de pouvoir liées à l'appartenance à une classe sociale, au genre, à la race, à une appartenance à un groupe plus ou moins défavorisé, etc. Et en l'occurrence, elle fait son étude sur... elle est allée enquêter sur des militants de Caroline du Nord, et elle a montré qu'entre des militants, on va dire, progressistes, plutôt Black Lives Matter, pour l'accès de populations défavorisées, noires ou afro-américaines, à certains services publics, etc. Cette action-là, en fait, elle allait pas beaucoup se jouer en ligne, de manière bien plus compliquée que l'action de conservateurs républicains qui militaient pour, je ne sais plus exactement quoi, mais qui avaient aussi une croisade sur un sujet un peu précis. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que, par exemple, les conservateurs sont souvent plus riches, plus souvent des hommes, etc. Et donc, du coup, ils ont aussi accès à du matériel informatique, tout simplement. Ils savent s'en servir. Ils ont un accès à Internet, donc les moyens de payer un abonnement. Ils peuvent éventuellement, quand ils sont eux-mêmes pas bons dans le numérique, ils peuvent payer des community managers ou des communicants, etc., qui vont les aider, etc. Donc tout ça, ça montre qu'il y a quand même une fracture numérique qui va
peut-être, qui sont des éléments extérieurs au web en tant que tel, mais qui vont quand même jouer pas mal sur quelles sont les opinions les plus représentées. Ensuite, il y a un deuxième constat qui est que peut-être que les outils numériques sont utilisés, et en l'occurrence là on parle vraiment des réseaux sociaux, vont dans leur architecture même tendre à favoriser certains types de messages. Et par exemple, elle émet l'hypothèse que peut-être qu'une opinion conservatrice simple ou simpliste est plus facile à émettre en 280 signes sur Twitter que un plaidoyer pour l'égalité des genres qui serait basé sur Judith Butler, quoi. Enfin, en gros, elle essaye de montrer qu'il y a peut-être pas une inégalité, mais une asymétrie entre la manière dont peuvent s'exprimer les opinions de gauche, enfin progressistes, et des opinions plus conservatrices, et qu'en l'occurrence, Twitter, par exemple, favoriserait plutôt des opinions conservatrices. Et enfin, il y a d'autres facteurs qui jouent. Donc, par exemple, l'économie ou les modèles économiques des plateformes, enfin des réseaux sociaux, jouent aussi sur de la polarisation, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant des contenus qui sont susceptibles de provoquer des réactions, etc. Et donc, du coup, ça va aussi avoir un effet polarisant sur les débats politiques. Voilà, donc ça, c'était un peu les idées de James Radi. Maintenant, quelle est un peu la perception et le rôle de l'État là-dedans? Je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. D'une part, il y a le jeu politique en tant que tel, donc c'est-à-dire la compétition entre des partis politiques pour gagner des voix sur un marché électoral, en gros, qui participent à la démocratie, hein. Et ça, bon, ça conduit forcément les responsables politiques à tenir compte en permanence des réactions exprimées sur les réseaux sociaux et à adapter leur stratégie électorale en fonction, voire même à développer des stratégies sur ces réseaux, etc. Et donc, évidemment, il y a des responsables politiques qui, aujourd'hui, occupent des fonctions gouvernementales, parce qu'ils ont été élus, etc., qui s'intéressent à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça, c'est pas forcément l'État en tant que tel, c'est plutôt la politique politicienne, on va dire. En revanche, le rôle de l'État, lui, il va plutôt être celui du garant de la démocratie, enfin du bon fonctionnement des institutions démocratiques, de la liberté d'expression, des autres droits fondamentaux comme le droit à la dignité. Et donc là, effectivement, l'État va pouvoir jouer un rôle, mais je dirais que le rôle de l'État, il ne se situe pas tellement sur les usages du numérique à des fins politiques, ou alors uniquement sur ce qu'elles peuvent avoir d'extrême, donc c'est-à-dire que ça va se traduire par de la lutte contre les contenus illicites, typiquement l'apologie du terrorisme, ou alors les contenus qu'on appelle les contenus haineux. Ça peut aussi être la lutte contre la désinformation, parce que ça fait partie du jeu démocratique. Mais tout ça, c'est des questions qui ne sont pas forcément... Enfin, c'est des questions d'actualité, clairement, mais qui ne sont pas complètement uniques au web. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les décorréler non plus de l'économie des médias de manière générale, des enjeux liés au journalisme et à leur profession, peut-être aussi des questions de science, de financement de la recherche, etc. Enfin, ça touche au web et à l'expression des opinions sur le web, c'est sûr, mais c'est un peu plus vaste comme débat, je pense. Mais donc, de mon point de vue, la perception de l'État aujourd'hui, dans son rôle de garant du bon fonctionnement démocratique, ça serait plutôt celle-ci. Et puis, bon, après, il y a aussi un autre pan, mais que je vais évoquer très très rapidement, qui est le numérique comme moyen de renouveler certaines formes d'expression démocratique. Et là, on va plutôt parler de civic tech ou de consultation citoyenne en ligne, enfin de choses comme ça. Et là, on peut aussi dire que c'est un usage politique du numérique, ou un usage du numérique à des fins politiques. Mais bon, dans ce cas-là, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut renouveler, faire participer davantage les citoyens à certaines prises de décision via des outils en ligne, etc.
pour moi, c'était un peu moins le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas en parler plus, mais il y a aussi ça dans la perception politique publique, en tout cas. Désolée, je me suis un peu étendue sur cette question, mais... Non, pas de souci, c'est une réponse très complète, et comme ça, on a bien un cadre complet sur le sujet. Et vous disiez que c'était des questions qui n'étaient pas uniques au web, les questions de l'usage du numérique, enfin de la préservation de la démocratie. Donc là, on le voyait avec le numérique. Et on se demandait s'il y avait du coup des organes de l'État qui étaient spécialisés qui agissaient en lien avec cette thématique pour réguler l'usage du numérique en politique. Est-ce que du coup il y avait des organes spécialisés de l'État, ou est-ce que c'était des organes de l'État qui traitaient de plusieurs sujets et qui portaient aussi en même temps sur les sujets du numérique, et si oui, lesquels? Ok, alors juste pour évoquer un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les usages du numérique à des fins politiques, donc moi je considère que ça c'est quand même vraiment très lié au militantisme, à l'action des partis, au fait d'exprimer une opinion qui s'inscrit déjà, qui est déjà politisée, on va dire. Éventuellement de s'inscrire dans une lutte électorale, une compétition électorale, etc. Ça, à mon sens, l'État, que ce soit dans le domaine numérique ou pas d'ailleurs, n'a pas forcément vocation à agir, ou en tout cas, il y a peu de politiques publiques il y a des subventions aux partis politiques, il y a un peu les règles du jeu qui sont fixées par la Constitution et par les normes, mais l'État intervient, en théorie, n'intervient quand même pas directement là-dedans, et en théorie, n'importe quelle personne peut exprimer ses opinions de manière... voilà. Maintenant, il y a quand même une action étatique, donc plutôt sur le fait de garantir le bon fonctionnement de la démocratie, comme je le disais tout à l'heure, et là, je ne pourrais pas vous faire un panorama forcément complet, mais j'ai quand même quelques éléments. Donc, si je commence par la lutte contre la désinformation et la haine en ligne que j'évoquais tout à l'heure, oui, il y a des organes de l'État qui sont compétents là-dedans. Il y a d'une part le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a mis en place assez récemment d'ailleurs un observatoire de la haine en ligne, auquel participent plusieurs autres institutions, et typiquement le Conseil national du numérique en fait partie. Il y a aussi des textes législatifs réglementaires qui sont en préparation. Donc cette question va être traitée normalement au niveau européen via un instrument qui s'appelle le Digital Services Act. Et au niveau français, il y a eu une tentative avec le texte de la proposition de loi portée par la députée Laetitia Avia. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous en avez entendu parler, qui en gros prévoyait le retrait des contenus en moins de 24 heures par les grandes plateformes, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc. Alors cette proposition de loi a très largement été censurée par le Conseil constitutionnel assez récemment, donc voilà, c'est pas une réflexion qui est aboutie, mais en tout cas aujourd'hui elle est toujours en cours. Après, il faut aussi savoir qu'il y a déjà un certain nombre de textes qui existent dans toute cette lutte-là, typiquement sur les contenus terroristes. Voilà, il y a déjà une définition de ce que c'est que l'apologie du terrorisme dans le code pénal. Donc après, que vous le fassiez dans la rue ou en ligne, c'est toujours le même je pense que c'est un délit. Donc voilà, il y a quand même déjà des choses qui existent, même si la réflexion est toujours en cours. Et puis, il y a aussi une autre question qui est comment est-ce que la justice finalement intervient sur
sur tous ces enjeux-là. Par exemple, vous savez que dans le cadre de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs. Donc du coup, il faut que de manière assez indépendante, un juge puisse venir dire si effectivement c'est un contenu terroriste, un contenu haineux, etc. et éventuellement sanctionner la personne qui l'a émis. Et donc à cet effet, il y a un parquet numérique donc spécialisé sur ces enjeux-là qui vient d'être mis en place par le procureur de la République de Paris. Donc ça a été annoncé, c'était un projet qui était déjà dans les tuyaux, mais qui a été annoncé et qui a eu un coup d'envoi cette semaine, lundi dernier plus exactement. Donc voilà, ça c'est sur la question de la désinformation et de la haine en ligne. Il y a clairement des choses qui sont faites. Après, ce que j'essaye de dire, c'est aussi qu'en termes de qui s'en charge, c'est assez, comme pour toutes les questions, c'est une question transverse. Donc d'un côté, on va pouvoir avoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui a aussi une certaine logique, puisque c'est dans la continuité de ce que fait finalement déjà le CSA avec ce qui peut être exprimé dans les médias comme à la télé, par exemple. Il y a des textes législatifs en préparation. Il y a le ministère de l'Intérieur qui est compétent sur la lutte contre les contenus haineux, avec par exemple la plateforme Pharos. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui est donc une plateforme sur laquelle les usagers peuvent, les utilisateurs de réseaux sociaux peuvent signaler des contenus. Le ministère de l'Intérieur. Il y a la justice, donc après sur le traitement et un peu la partie vraiment judiciaire de ces questions-là, et puis la sanction. Et puis, bien sûr, autre partie prenante essentielle, il y a les plateformes elles-mêmes, mais ça, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Donc voilà une question par exemple sur un cas particulier qui est la lutte contre la désinformation et la haine en ligne, mais après une autre dimension des usages politiques du numérique, c'est la lutte contre l'électronisme et l'inclusion numérique. C'est pas forcément si évident que ça au premier abord, mais en gros, l'hypothèse, c'est que dans la mesure où de plus en plus d'informations de nature politique transitent via les réseaux sociaux, via le web, etc., et peut-être moins par des médias plus traditionnels, comme par exemple les journaux, les quotidiens, les kiosques, voire même la télé, voilà. Il faut faire en sorte que tous les citoyens puissent accéder à cette information. C'est un enjeu, en gros, d'égalité devant les institutions démocratiques. Et donc, pour ça, on peut aussi dire que toutes les actions de lutte contre l'électronisme et les actions en faveur de l'inclusion numérique peuvent aussi avoir cet objectif-là. Et donc, à cet égard, déjà, il y avait un rapport du Défenseur des droits de janvier 2019 qui pointait ce problème de rupture un peu d'égalité des citoyens. C'était face au service public de manière générale et pas uniquement sur le fonctionnement des institutions démocratiques, mais je pense qu'on peut faire quand même le lien. Et puis, Cédric O, donc le secrétaire d'État au numérique, et Jacqueline Gourault, qui est la ministre, si je ne me trompe pas, de la cohésion territoriale, et elle doit avoir pas mal d'autres choses dans son portefeuille, ont annoncé la semaine dernière un plan sur l'inclusion numérique, donc avec 250 millions d'euros pour déployer plus de 4000 conseillers numériques sur tout le territoire. Pour répondre vraiment à votre question de manière très simple, c'est que du coup, ce qu'on voit, c'est que comme c'est des problématiques transverses, finalement, les ministères ou les parties de l'État qui se retrouvent à piloter certaines choses, comment dire, c'est un peu par secteur, quoi. Donc, Jacqueline Gourault, elle est responsable de la cohésion territoriale, et quelque part, évidemment, l'inclusion numérique fait partie aussi de ça. Idem pour la lutte contre la désinformation, la haine en ligne et les contenus illicites. C'est pas illogique non plus que le ministère de l'Intérieur soit impliqué.
voilà, à chaque fois, le numérique se retrouve un peu de manière transverse dans plusieurs organes de l'État en fonction des sujets. Très bien, merci. Et donc peut-être pour conclure notre entretien, selon vous, quelles pourraient être des idées, bien sûr, j'imagine que ce n'est pas une question qui est simple à aborder, puisqu'il y a plein de thématiques qui seraient importantes, mais justement, quels seraient des axes qui constitueraient un enjeu particulier pour le numérique si on pense sur les quelques années à venir? Ouais, alors pour moi, au centre de toutes ces questions, il y a quand même celle qui est assez cruciale du modèle économique des réseaux sociaux et on peut dire du web de manière plus générale. Et notamment la régulation des revenus publicitaires. C'est-à-dire que, par exemple, le fait qu'on se retrouve avec un web très polarisé, enfin, déjà, le fait qu'on se retrouve avec un web très polarisé, on peut dire que le modèle avec la génération de revenus publicitaires est directement responsable de ça, quoi. C'est vraiment l'économie de l'attention, le fait qu'on va essayer de capter l'attention des utilisateurs le plus possible et ce, un peu par tous les moyens, quoi. Donc ça peut être avec du contenu polarisant, comme je le disais, mais ça peut aussi être avec de la production d'informations de très mauvaise qualité, parce que très peu cher. Donc ça veut dire que dans ce modèle économique-là, il y a une sorte de course au contenu qui s'installe, et donc du coup, on en oublie quelque part que produire de l'information de qualité, ça veut dire payer des journalistes qui vont faire des enquêtes, qui vont présenter les choses de telle et telle manière, qui vont aller investiguer, etc. Et pas faire du copier-coller de dépêche AFP à Madagascar. Enfin, je caricature un peu, je grossis le trait, mais n'empêche que c'est aussi un peu ça la question aujourd'hui. Donc, c'est des exemples pour vous montrer que le modèle économique et la gratuité du coup de l'information contre la génération de revenus publicitaires, c'est ce modèle qui est à la base de l'économie qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est pas limité au web, puisque la télévision fonctionne également sur ce modèle-là, mais on voit quand même un certain nombre de dérives. Il n'y a pas du tout que les questions démocratiques qui sont en jeu, il y a aussi des questions relatives à la vie privée, il y a les questions même un peu de santé publique, puisque pour capter l'attention, on peut mettre en place des designs qui sont addictifs, voire trompeurs, enfin pas forcément addictifs, mais qui peuvent capter l'attention de manière un peu manipulatoire, on va dire, et la retenir pendant très longtemps. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui pour moi, sont vraiment au centre. Et je pense aussi que à partir du moment où on agit sur, par exemple, la régulation des revenus publicitaires, on doit avoir quand même des leviers d'action. En tout cas, l'État, théoriquement, peut quand même en avoir, même si ce n'est pas forcément évident. Et oui, et dernier enjeu auquel on pourrait s'attaquer via ça, c'est aussi l'impact environnemental du numérique, puisque c'est un peu lié aussi au fait de promouvoir des usages du numérique un peu plus sobres, donc dans lesquels l'attention n'est pas capturée, et on a des utilisateurs qui sont qui dans des démarches volontaires peuvent passer du temps sur Internet et en même temps s'en défaire et aller faire autre chose plus facilement. Voilà, donc du coup, ça a quand même a priori, on peut imaginer que ça a un impact environnemental que ce serait une manière aussi de limiter l'impact environnemental du numérique. D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous et puis de nous avoir donné des réponses très complètes et claires. Merci beaucoup. Et j'invite aussi les gens à consulter le site du Conseil national du numérique, puisqu'il y a des articles qui sont très intéressants et puis c'est fait par des experts. Donc autant les lire. Bah, merci, oui, n'hésitez pas. On est sur Twitter. Hein. Bien sûr, donc il y a une difficulté importante qui reste, c'est celle de parvenir à définir dans quelle mesure il est souhaitable de réguler ce type de pratiques comme le profilage, à quel moment s'arrête le marketing finalement et commence quelque chose qui serait illégal ou dangereux. Donc il y a déjà quelques régulations, bien que pas suffisantes. Aujourd'hui, on y comprend un peu plus qu'avant sur le profilage, mais ça reste un domaine qui est très opaque. Donc
même si on doit le réguler, on doit surtout essayer de mieux le comprendre pour pouvoir protéger la démocratie. Enfin, merci de nous avoir suivis tout au long de ce projet. On espère que vous avez quand même appris quelque chose en lien avec donc, le profilage, les pratiques démocratiques et le numérique. Et on espère aussi vous avoir donné envie de vous y intéresser un peu plus en allant plus loin de votre côté. Et on vous laisse également checker la barre d'infos si vous souhaitez vous renseigner davantage. On vous mettra quelques liens assez intéressants.